Le nom de la conférence aujourd'hui, c'est l'enseignement spirituel par l'entropie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce mot-là, entropie? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Oui, il y en a. Ici, j'en doute pas, hein? Lui, ici, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà entendu ça? Non. Inquiétez-vous pas, je vais vous expliquer c'est quoi l'entropie, ça va faire bien du sens dans très peu de temps. Rapidement, l'entropie, c'est la mesure du désordre d'un système. Donc, plus un système est désordonné, plus l'entropie est haute. Donc, entropie est égale désordre. Rapidement. Ensuite, l'entropie a toujours tendance à augmenter. Ça, c'est vrai partout dans l'univers. Je vais vous montrer des exemples pour ça. Ça a été prouvé scientifiquement. Je ne vais pas expliquer en détail comment ça a été prouvé, parce que là, on rentrerait dans le côté plus scientifique. Je ne veux pas trop aller dans la science, je veux plus aller dans la spiritualité. Mais c'est important de comprendre l'entropie, donc le désordre d'un système, en général, dans l'univers, a toujours tendance à augmenter. Comme dans ma maison. Oui, c'est ça. Ouais, on le voit souvent dans la maison avec les enfants. L'exemple, c'est celui-ci. Donc, au début, l'entropie est basse. Le colorant est dans une goutte et ordonné. Le système est ordonné. Mais là, avec le temps, le colorant va se désordonner, l'entropie va augmenter, ça va se mélanger. Puis on aura beau attendre des centaines, même des milliers d'années, il y a très peu de chances que soudainement, par magie, le colorant retourne dans une goutte. L'entropie a toujours tendance à augmenter. Puis même si ça arrivait par magie que le colorant retournerait dans une goutte, ben ça ne contredirait pas parce que ça a toujours tendance à augmenter. Ça n'empêche pas parfois que l'ordre l'emporte. Ça, c'est vrai dans cet exemple-là, c'est vrai dans plein d'autres exemples. Par exemple, la pollution d'une voiture, la pollution va se désordonner dans l'atmosphère, ça va rester dans l'atmosphère. Si la pollution pouvait retourner dans le pot d'échappement de la voiture, ça serait fun, mais ça ne marche pas comme ça. C'est vrai avec tout ce qu'on pollue dans l'eau, etc., toute la pollution en général. Une petite parenthèse aussi, je parle des échanges gazeux. Quelque chose que je trouve fascinant, c'est que lorsqu'on expire, on met une petite partie de nous dans l'air. Il y a un petit peu de notre corps qui part dans l'air qu'on expire. Puis, puisqu'il y a une loi d'entropie, que tout se mélange, puis que ça va se désordonner partout dans l'atmosphère de la planète, ben cette terre-là qu'on a expirée va se retrouver un peu partout dans la planète. Puis ça prend à peu près 7 ans pour que l'air s'uniformise au complet sur Terre. Fait que dans 7 ans, l'air que j'expire, donc les petites parties de moi que je mets dans l'air, vont être un petit peu partout, en quantité infime, un petit peu partout, sur toute la planète. Donc ça veut dire aussi que l'air qu'on inspire en ce moment contient en petites parties infimes tous les êtres vivants qu'il y avait sur Terre il y a 7 ans. C'est une petite parenthèse, ça m'aide à prendre conscience de comment la respiration est précieuse, à quel point on est connecté aussi par la respiration. Donc, les nouveaux arrivants, merci beaucoup d'être venus. On va se poser une question. Si l'entreprise a toujours tendance à l'emporter, si tout a tendance à se désordonner dans l'univers, comment la vie a pu apparaître? Parce que la vie, lorsqu'on la regarde, on voit beaucoup d'ordre. On voit les cellules sont ordonnées, entre elles sont organisées, les tissus, les organes, les organismes, les écosystèmes, etc., les sociétés même. Tout ça, c'est tellement ordonné, organisé, on peut se demander comment ça fonctionne, comment l'entropie a tendance à augmenter, comment le désordre a tendance à gagner si on voit autant de vie ordonnée partout. Là, il y a 3 façons de répondre à la question. La première façon de répondre à comment la vie a pu apparaître, c'est de dire que tout simplement, la vie est une aberration. C'est de dire que la vie va à l'encontre de l'univers. La vie, c'est étrange, puis l'univers préférerait que la vie n'existe pas. C'est une vision des choses très pessimiste et nihiliste. Heureusement, il y a d'autres façons de voir les choses. L'autre façon de voir les choses, c'est de dire que la vie est tolérée. Puis pour supporter cette vision des choses-là, on peut regarder les échanges que les organismes, que les êtres vivants entretiennent avec leur milieu extérieur. Par exemple, lorsqu'on respire, ce qu'on va, on va créer, pour s'ordonner à l'intérieur, ce qu'on inspire, ça va être beaucoup plus ordonné que ce qu'on va expirer. Il faut créer plus de désordre à l'extérieur qu'on crée d'ordre à l'intérieur de nous. Donc finalement, pour s'ordonner, on crée du désordre. Fait qu'il faut payer notre lot d'entropie pour pas aller à l'encontre finalement de cette loi-là de l'entropie de l'univers, en quelque sorte. Donc dans cette vision des choses-là, c'est comme si l'univers disait à la vie, OK, je te permets d'exister, je te tolère, mais en échange, il faut que tu me payes en entropie, il faut que tu me payes en désordre, il faut que tu m'aides à me désordonner finalement. Donc ça, c'est une vision de OK, c'est doux amer. La troisième façon de voir les choses, c'est de dire que la vie est souhaitée, que la vie est naturelle, que c'était faite pour apparaître depuis le début, que la vie finalement c'est la meilleure pour désordonner, que l'univers ne serait même pas capable de se désordonner aussi bien s'il n'y avait pas la vie pour l'aider à le faire. Donc dans cette vision des choses-là, on est beaucoup plus optimiste,
Puis on voit qu'il y a un lien entre les deux. On voit que les deux ne s'opposent pas. L'ordre et le désordre, c'est deux choses qui s'entraident, qui dépendent l'un de l'autre. Fait que là, on voit qu'il y a une première relation, une relation de dépendance. Dans cette conférence-là, je vais montrer qu'il y a plusieurs liens entre l'ordre et le désordre, entre les dualités en général. Puis là, je vais vous montrer plein d'autres dualités par la suite aussi. Un autre exemple pour montrer ce lien de dépendance-là, c'est un exemple imagé, c'est le verre d'eau. Dans le verre d'eau, on pourrait associer le verre à l'ordre et l'eau au désordre. S'il n'y avait pas de verre, l'eau se répandrait partout, et s'il n'y avait pas d'eau, le verre servirait à rien. Donc les deux ont besoin l'un de l'autre. L'ordre a besoin du désordre et le désordre a besoin de l'ordre. Les deux coopèrent, dépendent de l'autre. Mais là où il y a une relation de dépendance, il y a aussi une relation d'équilibre. S'il y avait trop d'eau, l'eau déborderait. Si on n'avait pas assez, l'utilité du verre ne serait pas rentabilisée. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Ça, c'est le prochain lien dont je vais parler. À gauche, on a une image, ici. Ça, c'est une image d'entropie très basse. Donc, une image très ordonnée, très simple. Il y a des carrés noir et blanc qui alternent tout le temps. Cette image-là est très ordonnée, mais est quand même pas très intéressante. Moi, je la trouve, il y a de la beauté dans tout, mais moi, je la trouve pas super intéressante. Parce que, c'est trop simple, tu sais. À droite, on a l'inverse. Une image d'entropie très haute, très désordonnée, plein de couleurs, mélangées n'importe comment. C'est complexe, ça donne mal à la tête, c'est pas super agréable non plus à regarder. C'est lorsqu'on trouve un équilibre entre l'ordre et le désordre qu'on peut créer de la beauté. Là, j'ai pris une image parmi tant d'autres, ça aurait pu être n'importe quoi. J'ai pris une fractale. Pour faire écho à ma dernière conférence, ceux qui l'ont écouté, je trouve que les fractales, c'est un très bel exemple justement de cette harmonie-là, de cet équilibre entre l'ordre et le désordre. Hein, parce que ça peut être mélangeant, on peut s'y perdre. On peut se perdre dans le chaos d'une fractale, mais on voit que dans ce chaos-là, il y a aussi beaucoup d'ordre. Hein, il y a des lois qui régissent ce chaos-là. On voit qu'il y a des spirales, autour desquelles les autres spirales s'organisent. On voit qu'il y a un beau mélange, une belle harmonie, un bel équilibre entre l'ordre et le désordre. Moi, cette image-là, je la trouve absolument magnifique. Donc, je vais montrer une relation de dépendance, une relation d'équilibre. Maintenant, on va voir la prochaine relation, la relation de ressemblance. On va parler du yin et du yang. Le yin et le yang, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un symbole taoïste, donc une spiritualité orientale qui représente la dualité. Donc, lorsqu'on observe le yin et le yang, on voit que le blanc, donc du yang, ici à gauche, est contenu dans le yin et que le noir du yin est contenu dans le yang. Donc les deux se contiennent, se ressemblent. Ensuite, on associe des qualités plus au yin et des qualités plus au yang, mais ces qualités-là, on pourrait aussi les interchanger toutes dans tout. Le yin est dans le yang, le yang est dans le yin. Pour le bien de la conférence, puis pour fonctionner, on associe certaines qualités plus à l'un et plus à l'autre, mais on peut les changer, c'est très correct aussi. Mais là, on parle d'ordre et de désordre. Mais là, quand on regarde ça, est-ce qu'on est capable d'associer l'ordre et le désordre au yin ou au yang? Regardons ensemble un petit peu. Si on regarde le yin, on voit que le yin, c'est plus le sombre, le féminin, le froid, le lourd, l'inspire, le profond, le caché. Tandis que le yang, c'est plus le jour, la lumière, le masculin, le chaud, l'actif, l'expire, l'extérieur. Et là, ordre et désordre, on ne les a pas vraiment vus dans ces listes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce qui se passe quand on associe l'ordre et le désordre à l'un ou à l'autre. Est-ce qu'on associe plus l'ordre au masculin ou au féminin? C'est une bonne question. Puis on peut y répondre, chacun peut y répondre comme il veut, c'est très valide. Pour le reste de la conférence, je vais faire l'association que la plupart des gens font. Donc, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils associent le masculin à l'ordre. Donc, ils associent l'ordre au masculin. Parce qu'on est habitué à un ordre extérieur, un ordre plus superficiel qu'on peut voir. Puis le masculin, c'est justement ce qui est extérieur. Et on associe le désordre au féminin. Donc, parce que ça peut quand même du désordre. On peut dire qu'en profondeur, c'est aussi un ordre plus subtil. Ça, c'est pas si grave que ça, faire ça. Là où ça devient plus dangereux, c'est quand on associe la vie à l'ordre et la mort au désordre. Encore là, il y en a qui n'ont pas peur de la mort, puis qui voient la mort comme quelque chose qui appartient à tout, et c'est pas super grave. Mais là, quand ça devient vraiment problématique, c'est qu'on associe le bien au masculin, donc à l'ordre et à la vie, et le mal au désordre, à la mort et au féminin. C'est cette association-là qui va créer plein de problèmes, qui nous fait souffrir dans notre monde actuel. C'est de ces souffrances-là dont je vais parler par la suite. Les enjeux de cette association-là, de cette dissociation-là entre le masculin et le féminin.
Premièrement, les conflits intérieurs. Parce que si on a peur du féminin, parce qu'on croit que c'est la désordre, on croit que c'est la mort, c'est le mal, bien, on nie notre féminin intérieur. On nie notre sensibilité, on nie notre intuition, on nie notre douceur, notre tendresse. On est dans notre masculin intérieur. Donc ça crée plein de souffrances, hein, parce qu'après ça, ces conflits-là, ils se répercutent dans nos relations extérieures. Parce que si on néglige, si on opprime notre féminin intérieur, on va aussi opprimer la femme. Donc, on maltraite la femme dans plein de sociétés. Ici, c'est moins pire qu'avant, on fait beaucoup de progrès, mais il y a plein d'endroits dans le monde où la femme est complètement dominée, maltraitée et souffre encore beaucoup. Tout ça parce qu'on a peur du féminin, on a peur de ce qu'on ne comprend pas, de ce qui paraît désordonné. T'sais. Ensuite, il y a le capitalisme, la surconsommation. On est beaucoup dans le faire, dans l'extérieur, dans l'expé, dans les choses, dans notre masculin. Mais on ne sait jamais quand s'arrêter, parce qu'on n'est pas connecté à notre féminin, on n'écoute pas les femmes qui nous diraient quand arrêter, quand ok c'est beau, là, ça suffit. Fait on crée, on est dans le masculin, on veut faire plus, mais finalement ce qu'on crée c'est du chaos, finalement. Parce que dans le masculin, il y a le chaos, hein, c'est ça qui se passe. Hein. Moi je trouve que c'est une belle analogie, hein. On essaie de créer, mais finalement ce qu'on fait c'est qu'on détruit la planète. On maltraite aussi les animaux, hein. Les animaux ils souffrent de la même manière que la planète souffre, que les femmes souffrent et que le féminin intérieur souffre également. Ensuite, il y a l'opposition science et spiritualité. Parce que dans cette vision des choses-là, où le masculin, c'est le bien, c'est l'ordre, ben, c'est la science qui détient toute la vérité. Parce que la science, c'est des vérités extérieures, c'est des vérités apparentes, des vérités masculines, on pourrait dire. Puis là, ben, dans notre société, c'est la science, hein, on peut se fier à la science, mais la spiritualité, ben, ça, c'est. Tu sais, les gens, ils croient ce qu'ils veulent. Tu sais, puis genre, on ne peut pas se baser sur la spiritualité pour faire des décisions importantes. Tu sais, parce qu'on a mis la spiritualité au second plan, on a mis juste la science comme seule détentrice, finalement. Mais c'est parce que la spiritualité parle de vérité intérieure, de vérité plus féminine, qu'on pourrait dire. Mais puisque c'est intérieur, que c'est féminin, qu'on associe tout ce qui est féminin intérieur au mal, ben on préfère pas négliger. Puis on a fait une dissociation entre la science et la spiritualité. La science contredit régulièrement la spiritualité. La spiritualité fait ça aussi avec la science, mais j'ai l'impression que c'est plus la science qui domine, qui opprime la spiritualité. Puis moi, ça m'attriste parce que les deux, je les adore. J'adore la spiritualité, j'adore la science, puis les deux parlent d'une même vérité unique. Hein? Les deux sont destinés à collaborer. Vraiment, je pense que moi, je rêve d'un monde où la science et la spiritualité vont s'entraider, puis même vont tellement s'entraider qu'on ne verra même plus la différence entre les deux. Les deux, ça va être rendu la même chose. Donc la vieillesse, encore liée avec le même enjeu, parce que lorsqu'on grandit, la première moitié de notre vie, on grandit, on apprend des choses, on développe des compétences, des choses plus extérieures. Passé la deuxième moitié de notre vie, on commence à perdre ces choses extérieures. Puis on est tellement identifié à notre masculin, à ce qui est extérieur à nous, que lorsqu'on commence à retourner vers l'intérieur, à se recontracter, à vieillir, on y résiste. Parce qu'on a nié notre féminin toute notre vie, fait tout ce qui est intérieur toute notre vie, fait que là on résiste à vieillir. Puis on associe ça avec la mort et avec le mal, donc on a peur. Puis on pourrait ne pas résister puis accepter cette occasion-là, finalement, de se retourner vers une source de sagesse plus intérieure. Il y en a qui le font, il y a des personnes âgées qu'on voit la sagesse rayonner d'eux, et on voit que ces personnes âgées-là, ils acceptent parfaitement le fait de vieillir, puis que ça les fait justement grandir. Il y en a qu'on voit, ils viennent écrits en vieillissant, puis finalement, ils perdent un peu cette joie de vivre qu'ils avaient dans leur jeunesse. Le pire dans tout ça, c'est que je pense qu'on n'aurait même pas autant besoin de vieillir si on était parfaitement équilibré avec notre féminin. Si pendant toute notre vie, on respectait notre féminin intérieur, on respectait le féminin aussi à l'extérieur, on était dans une espèce d'harmonie entre les deux polarités, on n'aurait pas besoin de vieillir parce que la vie n'aurait pas à nous forcer de d'être dans le féminin. Si on était dans le féminin, qu'on intégrait le féminin de toute notre vie, ben on ne serait pas forcé justement à aller dans cette partie-là, dans cet aspect-là plus intérieur de nous-mêmes. Donc je pense que même le fait de vieillir, ça serait moins douloureux si on réglait ces problèmes. Une autre affaire aussi, c'est que les personnes âgées, on a peur de la vieillesse, de notre mortalité à nous, mais on a aussi peur des personnes âgées, ça nous ramène à notre mortalité, donc on les isole. Il y a plein de personnes âgées qui souffrent de solitude dans des maisons de retraite, puis on préfère pas aller les voir, hein, parce qu'on ne voit pas vraiment la sagesse qu'on va nous transmettre. Ça, c'est très souci. C'est l'enjeu-là, donc les conflits intérieurs, le sexisme, la surconsommation, l'opposition science-spiritualité, les personnes âgées, tout ça, il y a des peuples qui l'avaient déjà compris.
Par exemple, les Autochtones d'Amérique du Nord. Donc, les Autochtones d'Amérique du Nord, je les prends en exemple parce que moi, ils m'inspirent vraiment beaucoup. Ils étaient connectés à leur féminin intérieur. Hein. Ils écoutaient leurs émotions, ils étaient connectés à leur sensibilité, à leur douceur, à leur féminin intérieur, comme avec leur masculin aussi, il y avait un équilibre. Ils respectaient les femmes aussi. Hein. Les femmes et les hommes étaient égales dans les sociétés autochtones. Puis il n'y avait pas de surconsommation. Ils prenaient ce qu'ils avaient besoin, ils remerciaient la nature, puis après ça, ils faisaient ce qu'ils avaient avec, puis ils ne créaient pas plus, ils n'essayaient pas de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il n'y avait pas de surconsommation, de capitalisme, etc. La science et la spiritualité, c'est deux mêmes choses. Hein. Il y avait le savoir-faire technique, un savoir-faire manuel masculin, mais il y avait aussi des savoir-faire traditionnels spirituels. Hein. Il y avait des rites, des rituels pour se connecter aux esprits, etc. Il y avait une harmonie entre la science et la spiritualité, même ils n'appelaient même pas ça comme ça. Eux, ils étaient juste habitués que c'était toute la même chose. Les personnes âgées étaient respectées pour leur sagesse. Ils vivaient avec les autres, avec les enfants, avec leurs enfants. Les personnes âgées vivaient dans les mêmes maisons que tout le monde. Les personnes âgées étaient respectées, on allait les voir pour leur demander conseil. Même s'ils ne pouvaient pas autant faire que les personnes plus jeunes, ils pouvaient encore transmettre sur le plan de l'esprit, ils pouvaient transmettre encore plein de choses. Et c'est sûr, c'est extrêmement triste quand les Européens sont arrivés. Ils ont vu une société en équilibre, mais eux, ils ont perçu ça comme une société féminine, puis vu qu'ils avaient associé le féminin au mâle, ils ont tué les Autochtones, ils les ont dominés, ils ont fait plein d'horreurs. Je ne répéterai pas l'histoire, je pense qu'on la connaît. Moi, quand je pense, ça me fait verser quelques larmes, parce que je trouve ça extrêmement triste. On a un exemple, on sait que c'est possible, donc on sait aussi qu'on peut le reproduire. On peut essayer de se rapprocher de cet idéal-là d'harmonie. Hein. Je pense qu'on peut vraiment prendre l'exemple sur les Autochtones. Donc, ça, c'était pour les enjeux. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions justement? Merveilleux. Oh. Tout ça, je ne l'ai pas toujours compris. Tout ça, ce dont je viens de vous parler, je ne l'ai pas toujours compris. Fut un temps, j'ai travaillé en finance. J'étais dans la vente d'assurance, j'étais dans le capitalisme. Ce que j'énonce, j'étais là-dedans. Puis là, moi, j'étais vraiment dans mon masculin, dans mon expansion, dans essayer de créer de l'ordre autour de moi. Puis j'aimais ça, hein, ça parlait à mon masculin, ça parlait à mon côté de moi qui veut s'affirmer, puis c'est valide, là, on ne faut vraiment pas le négliger cette partie-là de nous-mêmes. Mais je voyais aussi toutes les horreurs de la surconsommation, du capitalisme, etc. J'ai comme, hey, est-ce que je suis pas à mauvaise place? Est-ce que c'est mal finalement ce que je fais? Est-ce que je participe pas justement à cette folie-là collective qui détruit la planète? Puis là, je me tourmentais beaucoup par rapport à ça. Je commençais à me demander, est-ce qu'il ne faut pas que je me retire dans la forêt, dans une petite cabane, connectée avec la nature, les animaux, etc., ou dans un monastère au Tibet, peu importe. Je commençais à me demander, est-ce qu'il ne faut pas que je me retire complètement, je sois juste dans le féminin? Est-ce que c'est pas le féminin, l'intérieur, le retrait qui est bien, tandis que l'autre, c'est mal? J'avais encore cette division-là en moi, il fallait choisir un camp. Là, j'ai parlé avec des personnes plus éveillées que moi et j'ai compris que j'avais pas à créer de division, que je pouvais faire une harmonie, un équilibre. Je pouvais, par exemple, un exemple d'équilibre que j'aimerais beaucoup trouver, c'est de me retirer dans un petit village autosuffisant avec des gens que j'aime, dans une communauté de partage, d'amour, d'entraide. Ça serait vraiment mon rêve. C'est pas possible dans l'instant immédiat, mais je m'en vais dans l'univers peut-être très bientôt. D'ici là, ce que je peux faire, c'est alterner. Si pendant un temps, j'ai envie de faire plein de choses, d'être dans mon masculin, dans mon expansion, je peux faire des conférences, écrire des livres, je peux. Puis si après ça, je suis tanné, j'ai besoin de me reposer, de m'intérioriser, je peux aller dans mon féminin, me retirer dans la forêt, faire ce que je veux. T'sais. Puis là, c'est ça justement, j'ai compris que entre les polarités, il y a un lien de cycle aussi. La dépendance, de l'équilibre, la ressemblance, mais une relation de cycle. C'est maintenant des cycles dont je vais parler. Le premier cycle dont je voulais parler, c'est la respiration. Donc, lorsqu'on inspire, c'est plus féminin, c'est plus vers l'intérieur, et lorsqu'on expire, c'est plus vers l'extérieur, plus masculin. La respiration, j'en ai beaucoup parlé, c'est extrêmement important. On la voit justement dans tous les autres cycles que je vais parler. Tous les autres cycles dont je vais parler, c'est des respirations d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment, la respiration, c'est le cycle le plus accessible qu'on peut voir. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important, justement, de prendre conscience de notre respiration. Ensuite, les journées. Donc, on peut le voir, hein, les cycles des journées. On se lève le matin, on est dans l'actif, dans le masculin, c'est le jour, etc.
On fait des choses, on est réveillé, on est dans le superficiel. Ensuite, une fois que la nuit arrive, on est plus dans le féminin, on retourne dans l'intérieur, on va se reposer, on va dormir. Il y a une certaine douceur, une certaine tendresse dans la nuit aussi. De regarder les étoiles, je trouve ça vraiment réconfortant, je trouve ça maternel même, juste contempler les étoiles. Puis ce cycle-là, c'est une espèce de respiration aussi. Ensuite, on a les semaines. Les semaines, c'est le seul cycle dont je vais parler qui n'est pas synchronisé sur un cycle naturel, donc de mouvements planétaires, etc. C'est le seul cycle qui a été inventé par l'humain. Puis justement, c'est le cycle le plus désynchronisé. On a 5 jours à travailler dans l'actif, dans le masculin, puis on a 2 jours à se reposer. Ça, c'est pas un débat que je veux avoir maintenant, mais je pense que c'est une question qu'on devrait se poser quand même. Est-ce que c'est normal qu'on ait autant de jours actifs puis autant peu de jours de repos d'intérieur? Ça dépend aussi, il y a des gens qui sont super actifs la fin de semaine. Mais c'est un cycle quand même. Hein? On fait des choses la semaine, puis on se repose la fin de semaine. Ensuite, il y a les lunes. Donc, la pleine lune qui est plus lumineuse, qui est plus masculine, qui est plus extérieure. Ensuite, il y a la nouvelle lune qui va être plus inspire, plus intérieure, féminine, plus sombre. Ensuite, les saisons. Donc, les cycles des années. Il va y avoir l'hiver qui va être plus transformation intérieure, plus de retrait, donc du féminin, de l'inspire. Et ensuite, ces transformations intérieures-là, on va les faire naître l'été. C'est l'été que tout se passe, que tous mes projets prennent vie. Donc, il y a de l'expansion, il y a de la croissance, beaucoup plus l'été. Puis, il se passe beaucoup plus de choses aussi l'été. C'est beaucoup plus actif. Ensuite, il y a les cycles des naissances. Donc, j'en ai parlé un peu tantôt. On prend l'expansion, ensuite, on retourne vers là où on est venu, finalement. Donc, on retourne, on se contracte, on inspire. Ensuite, les civilisations, il y a des civilisations qui prennent l'expansion, ensuite ils chutent. Il y a plein de civilisations qui sont tellement identifiées, sont tellement sûres qu'ils vont rester là toujours, que quand ils finissent par chuter, ils chutent. Puis ça va continuer à arriver. Les civilisations qui sont en tête en ce moment risquent eux aussi de connaître leur moment de chute. Puis s'ils sont pas prêts à ça, ça risque de les faire chuter. Donc ça c'est pour les cycles les plus accessibles, les plus visibles. Là, il y a d'autres cycles après ça. Les rotations de la planète, du Soleil autour de la galaxie, etc. Il y a plein de cycles d'astronomie que je ne connais pas, le monde astrologie sont meilleurs. Moi, le cycle dont je voulais parler, c'est le cycle des univers. Vous allez voir, là, ça va loin. On va rentrer en partie cosmique de ma conférence. Préparez-vous. Petit point que j'ai oublié juste avant. Oui, c'est ça. Tantôt, je parlais du bien et du mal. Puis le bien, si on veut l'associer à quelque chose, on peut pas vraiment l'associer au masculin ou au féminin. Il faudrait l'associer à l'harmonie entre les deux. Et le mal, on devrait l'associer. Si on veut utiliser bien et mal, on n'est pas obligé, c'est des concepts inventés. Si on veut les utiliser, il faudrait associer le mal à la division entre le féminin et le masculin. C'est une petite parenthèse que j'avais oublié de dire. Donc, l'univers. Donc, ce cycle-là, il commence au premier instant de l'univers dans lequel on est en ce moment. Donc, au premier instant de l'univers, il y avait la singularité. Donc, toute la matière de l'univers était concentrée en un seul point. C'était l'entropie minimale. Donc, tout était ordonné en un seul point. Là, il s'est passé le Big Bang. Donc là, tout ce point-là a explosé. L'entropie a commencé à augmenter. L'univers a commencé à se désordonner. Là, on pourrait appeler ça les grands expires cosmiques. Là, on est encore là-dedans. L'univers est encore en train de prendre l'expansion. On est encore dans ces grands expires cosmiques. Cette expansion-là, va continuer, c'est ce que les scientifiques disent. Les scientifiques disent que cette expansion-là va continuer. L'entropie va continuer à augmenter, donc l'univers va continuer à se désordonner jusqu'à atteindre un stade qu'on appelle la mort thermique. Donc la mort thermique, attention, ça fait un peu peur, c'est un état de l'univers où il n'y a plus rien, c'est glacial, sans mouvement, sans lumière, partout dans l'univers. Tout a tellement pris d'expansion qu'il n'y a plus rien. Même les molécules les plus petites ont tellement d'expansion qu'ils explosent. Il n'y a rien qui peut se tenir. Donc c'est une énorme soupe cosmique où il se passe plus rien glacé. Puis les scientifiques certains scientifiques croient qu'une fois rendu à cette étape-là, à ce stade-là de l'univers, on va être coincé là, pour l'éternité. Mais les scientifiques qui ne croient pas à la loi des cycles. Hein? Les scientifiques, moi je ne crois absolument pas à ça, moi je crois à la loi des cycles. Bon, moi je suis convaincu, puis il y a des scientifiques qui le croient aussi, que l'univers à un certain stade va commencer à se recontracter. Donc l'entropie va commencer à diminuer, l'univers va se réordonner. Puis là on parle d'un temps inimaginable, je
ne veux même pas m'essayer sur le temps que ça va prendre, là. Ça dépasse l'entendement. Mais à un certain stade, l'univers va atteindre ce qu'on appelle le Big Crunch. Donc l'inverse du Big Bang, le Big Crunch, donc l'univers va retourner dans un point. Donc après avoir atteint son entropie maximale, on va retourner à une entropie minimale. Donc ça, il y a une espèce de cycle, une espèce de respiration aussi dans l'univers. C'est vraiment fascinant. Puis une fois retourné à la singularité, qu'est-ce qui nous empêche de dire que l'univers va encore une fois naître? Hein? L'univers, dans le fond, peut-être qu'il se réincarne en quelque sorte. Hein? L'univers, il renaît de cycle en cycle. Puis de cycle en cycle, l'univers apprend aussi des anciens. Hein? L'univers qu'on a en ce moment, il ne serait pas comme il est s'il n'y avait pas eu tous les autres univers avant. Puis il sert peut-être de prémisse aux prochains univers qui vont arriver. Il y a peut-être une infinité d'autres univers avant celui-ci, et il va en avoir une infinité d'autres des univers après celui-ci. Ça peut donner le vertige, mais je trouve ça vraiment fascinant. Puis, si je veux répéter une phrase que j'ai dit dans la conférence, l'univers ne reproduit jamais l'identique de sa création. Donc, l'univers qu'on a en ce moment, c'est le seul qui va être exactement comme ça. Il n'y aura pas jamais un autre univers identique à celui-ci, comme il n'y en a jamais eu un autre identique. Fait qu'il faut en profiter de l'univers qu'on a. Puis on ne sait pas là, ce qui va se passer avant, ce qui s'est passé après. On ne sait pas. Fait que profitons de l'univers qu'on a en ce moment. Fait que c'est beau. C'est ça pour la partie cosmique de ma conférence. Il en reste plus gros. On est rendu à la conclusion. J'ai fait un petit résumé. Si jamais il y en a qui veulent, je l'envoie. Demandez-moi là, je vais l'envoyer. Donc, en conclusion, j'aimerais parler un peu d'amour. Parce que j'ai pas dit ce mot-là une seule fois de toute la conférence. Pourtant, j'aimerais vraiment s'en parler parce que l'amour, ça résume tout. Je pense que c'est important de conclure avec ça. L'amour, ça prend tous les noms. Ça prend le nom de dépendance, d'équilibre, de ressemblance, de cycle, etc. Tous les liens, tout ce qui réunit, c'est de l'amour. C'est l'amour, justement. Dans l'amour, on peut rassembler les polarités. Dans l'amour, on arrête de faire souffrir le féminin intérieur, les femmes, les animaux, la planète, les personnes âgées. On arrête de faire souffrir. Hein. C'est dans l'amour qu'on peut tout réconcilier. L'amour, est-ce qu'on peut l'associer à quelque chose? Est-ce qu'on peut l'associer aux femmes parce que les femmes ont souvent plus de cœur ou plus au masculin parce que l'amour, c'est souvent de la lumière, tu sais? Ben non, on ne peut pas associer l'amour à l'un ou l'autre. Hein? L'amour n'a pas d'opposé. Hein? L'amour, c'est ce qui réunit tous les opposés. Si on veut dire que l'amour, c'est de la lumière, il faut dire que l'amour, c'est la lumière qui ne projette pas d'ombre. Parce que la lumière du masculin projette une ombre, celle du féminin. L'amour ne projette pas d'ombre. L'amour, c'est la lumière qui réunit la lumière et l'ombre, finalement. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'aimerais terminer, j'aimerais conclure ma conférence. Aimons-nous les uns les autres inconditionnellement, parce que l'amour qui n'est pas inconditionnel n'est pas de l'amour. Hein? Il n'y a que l'amour inconditionnel. Fait que, merci beaucoup d'avoir écouté cette conférence. Je vous aime de tout mon cœur. Merci, Sean!